Avant de commencer mon exposé, moi, je vais revenir sur des choses beaucoup plus terre-à-terre, sur les enjeux liés au changement climatique et à l'adaptation des villes par la renaturation. Un petit message, nous sommes désolés parce que la traduction automatique, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. On voit les limites de l'intelligence artificielle. Et du coup, vous aurez la possibilité d'avoir à la fois la présentation de Fergus Garrett, mais aussi la traduction de son texte, ce qui permettra peut-être de rétablir quelques précisions sur son discours. Alors, moi, je vais revenir de manière très synthétique sur les principaux enjeux liés à l'adaptation des villes par la renaturation et quelles pistes de stratégie il serait bon d'employer. Alors, je ne vais pas revenir, parce qu'on en a beaucoup parlé, sur les perspectives climatiques, juste préciser qu'il y a encore beaucoup de différences géographiques qu'il faut prendre en compte par rapport à ces questions. Les changements n'affectent pas de la même façon le sud de la France ou le nord, l'ouest ou l'est, et il faut bien sûr rentrer davantage dans le détail si on veut travailler sur ces questions de modélisation climatique. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'effet d'îlot de chaleur urbain. L'effet d'îlot de chaleur urbain, on l'a vu, il se manifeste essentiellement la nuit. Mais là aussi, une question de vocabulaire. Dans les problèmes de réchauffement de la ville, on met souvent dans le même panier beaucoup de termes qui sont différents. Et en ville, on a deux problématiques avec le changement climatique. On a la problématique diurne, qui est la problématique de chaleur, de confort thermique qu'on peut avoir le jour. Et puis, on a la problématique nocturne, qui est liée à cet effet d'îlot de chaleur, qui est quelque chose de généralisé à l'échelle d'un territoire. Et les solutions qu'on a d'adaptation de la ville par rapport à ces deux questions, le problème de confort thermique le jour et le confort thermique la nuit, lié justement à la limitation de l'îlot de chaleur urbain, c'est deux questions différentes sur lesquelles on a des solutions différentes et il faudrait rentrer davantage dans le détail pour pouvoir suivre tout cela. La végétation, elle joue sur les deux volets. Elle joue contre la lutte contre la surchauffe le jour qui va réchauffer la nuit, mais elle apporte aussi un élément essentiel en termes de confort thermique le jour. Et ça, c'est intéressant parce que la lutte le jour contre les vagues de chaleur, c'est quelque chose qui se joue de manière locale. Si vous plantez un arbre ici et que vous allez à l'ombre de cet arbre, vous aurez jusqu'à 9 à 10 degrés de température ressentie de moins quand vous êtes à l'ombre de l'arbre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nécessite des investissements globaux. Tout à l'heure, Jean-Marc nous parlait justement de travailler sur le disséminé. Par rapport au confort thermique, on peut avoir des actions ponctuelles qui ont un rôle local qui est sensible. Si on veut travailler sur les questions d'îlot de chaleur, là, il faut travailler à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et c'est là que la question de la convergence entre l'action sur le domaine public et sur le domaine privé est véritablement essentielle. Alors, cette question de l'adaptation de la ville, elle est essentielle pour l'habitabilité même de la ville. Il faut savoir que quand on fait des enquêtes pour savoir quels sont le type de vie, le type d'environnement dans lesquels les gens souhaitent habiter, toutes les enquêtes montrent que c'est les villes les plus vertes, c'est les environnements les plus ombragés qui sont plébiscités. Et là, on s'aperçoit qu'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est la question même de l'habitabilité de la ville, notamment par rapport au manque de nature en ville, par rapport à ces questions climatiques. Et si on se met en perspective de l'évolution un petit peu sociétale des prochaines années, peut-être plus de difficultés pour se déplacer à cause des enjeux énergétiques, des enjeux économiques, de plus en plus de populations qui ne peuvent pas partir de la ville, qui ne peuvent pas s'échapper de la ville, ça pose la question sur l'habitabilité. Il faut savoir que les villes, quand elles ont été conçues, les élites, que ce soit les aristocraties
où la bourgeoisie avait des solutions pour s'échapper, parce qu'ils avaient des propriétés à l'extérieur de la ville, et quand la ville devenait difficile à vivre parce que trop polluée ou trop froide, ces populations s'échappaient. Et donc, on a mis en place des logiques d'évitement justement des difficultés de la ville, avec l'idée effectivement qu'on peut s'évader de la ville. Mais ça pose la question même de l'habitabilité. Est-ce qu'on s'évade d'une prison? On ne s'évade pas d'un endroit qui nous plaît, dans lequel on est bien. Et donc cette question de l'habitabilité de la ville, de cette réponse à l'attente des habitants par rapport à la qualité de leur vie au quotidien, c'est également un élément qui est essentiel par rapport à la paix sociale de nos villes, qui concentrent plus de 80% des habitants. Alors, si la végétation, elle est plébiscitée et elle est appelée notamment pour les enjeux climatiques, notamment pour rafraîchir la ville, elle répond également à beaucoup d'autres préoccupations, en priorité à des préoccupations sanitaires. Les vagues de chaleur, les canicules créent des problèmes sanitaires pour les populations urbaines. La pollution crée également des problèmes sanitaires. Et donc, la question du développement de la nature en ville, c'est aussi, il faut le rappeler, un enjeu de santé. Et puis, bien sûr, les enjeux de biodiversité sont liés aux questions de changement climatique. On vient d'en parler abondamment. Et encore une fois, le travail sur la renaturation de la ville, ce n'est pas un travail qui se fait avec un seul objectif, c'est un travail qui se fait en gardant en tête qu'il y a beaucoup de bénéfices qui sont à attendre, les trois principaux étant ceux-ci. Alors, quand on parle de renaturer la ville, et on en a parlé une bonne partie de la matinée, l'enjeu c'est de travailler avec la nature, avec toutes ses formes, toutes ses strates, toute sa complexité qui viennent de nous être présentées dans sa relation au vivant. Mais il ne faut pas se tromper de cible. On ne sauvera pas la biodiversité, à mon sens, uniquement dans la ville. C'est l'ensemble du territoire, et notamment les zones forestières et les zones agricoles, qui sont les vrais enjeux de gain en termes de biodiversité. Et en ville, tous ces services qu'apporte la nature, ils doivent répondre avant tout à la question de l'habitabilité pour l'être humain, qui est le principal bénéficiaire de ces services de la nature en ville. Et pour la transformation de la ville, on peut agir à différentes échelles. Souvent, on pense que c'est les grands projets d'aménagement, d'urbanisme qui vont permettre d'adapter la ville. Mais ces grands projets, ils ne sont pas suffisamment nombreux, pas suffisamment fréquents pour pouvoir transformer la ville par rapport à l'urgence climatique, l'urgence de transformation de la ville. Et donc, au-delà de leur exemplarité, du modèle qu'ils peuvent donner, il est important de démultiplier l'action et de travailler sur des sommes de micro-projets qui permettent de démultiplier l'action. Et c'est là, effectivement, notamment pour intervenir de manière massive sur le domaine privé, qu'il faut trouver le moyen de mobiliser, de développer les énergies. Ce n'est pas qu'une question d'action publique sur le domaine public. Si on travaille que sur le domaine public, Jean-Marc l'a montré tout à l'heure, on ne travaille que sur 10 à 20% de la surface de la ville. Si on veut travailler sur l'ensemble de la ville pour transformer le territoire pour ses habitants par rapport au changement climatique, il faut être en capacité de créer cette prise de conscience du besoin d'un engagement de l'ensemble des acteurs de la ville à ces problèmes de transformation, à ces actions d'adaptation, et faire en sorte que les habitants, les industriels se sentent également concernés par la transformation, par les actions de plantation pour l'adaptation de la ville. Alors aujourd'hui, s'il y a un consensus sur le fait qu'il faut
renaturer la ville et que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la filière paysage, il faut quand même réfléchir à la manière de concilier la qualité avec la quantité. Il nous faut les deux. Il nous faut la quantité si on veut transformer la ville, mais sans qualité, on n'obtient pas les services attendus. Si on regarde un arbre, par exemple, le pourcentage de services rendus par un arbre, que ce soit sur le rafraîchissement, la qualité de l'air, la santé, il suit une courbe exponentielle qui suit la surface foliaire et donc le volume de l'arbre. Donc il ne s'agit pas d'être uniquement sur des questions de quantité, de nombre d'arbres plantés, mais de qualité, c'est-à-dire comment les arbres poussent pour justement apporter les services qu'on attend d'eux. Sinon, ça ne sert à rien et on aura beau avoir des chiffres très flatteurs en termes de nombre d'arbres plantés, on n'aura peut-être pas, on ne sera pas à la hauteur des résultats en termes d'attente et notamment de services rendus. La question de la qualité de la plantation, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel parce que quand on étudie ces questions de près, je participe à un projet qui est porté par Plantécité qui s'appelle AMAR, apprendre de la mortalité des arbres pour adapter les stratégies de plantation, qui partait de l'hypothèse que le changement climatique était déjà une des causes principales de mortalité à la fois d'arbres matures, mais aussi de jeunes plantations. Et en fait, quand on commence à étudier de près les problématiques de mortalité des arbres en ville, notamment pour les arbres qui ont moins d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, on s'aperçoit que le changement climatique, ce n'est pas la cause principale, c'est plutôt le révélateur. Et qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix de l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la fabrication de ce projet. Ça peut être parfois la qualité du végétal, il ne faut pas se voiler la face. Il y a encore des végétaux de mauvaise qualité qui donnent de mauvais résultats. Ça peut être des problèmes de choix d'espèces qui n'est pas adapté du tout aux conditions du milieu. Ça peut être la responsabilité du maître d'ouvrage qui n'a pas le consentement à payer pour refaire des sols qui vont permettre aux arbres de pousser au-delà des 3-4 premières années. Ça peut être aussi un problème lié aux conditions d'entretien et notamment pendant la période clé de finalisation, c'est-à-dire d'installation des végétaux les premières années. Et du coup, quand on décortique un petit peu ces questions, on s'aperçoit que tous les acteurs de la filière paysage ont des responsabilités à leur niveau dans la réussite ou l'échec de ces plantations. Et que si on ne se met pas à travailler tous de manière conjointe avec un objectif de réussite et des garanties de réussite des projets, on aura peut-être à court terme des éléments de chiffres en termes d'indicateurs quantitatifs qui seront positifs, mais à long terme, on s'apercevra que la nature n'est pas une solution pour l'adaptation des villes. Et du coup, on risque effectivement de scier la branche sur laquelle notre filière est assise. Donc cette question de l'adaptation de la ville, elle est très importante. Le végétal est un élément essentiel de la réussite de ces politiques d'adaptation, à condition d'augmenter le niveau de nos exigences par rapport à la qualité de la réalisation des travaux de plantation. Alors, au-delà de ça, un autre élément aussi qui est essentiel, c'est la question, on l'a vu, de la prise en compte des enjeux d'écologie, mais qui vont de pair, et c'était un petit peu en filigrane derrière le travail qui a été présenté avant, qui est lié aussi avec des questions liées à l'économie, notamment l'économie de gestion. Comment on fait davantage dialoguer dans les projets la conception avec la gestion, dans le sens d'aller vers une gestion la plus extensive possible. Une gestion extensive, c'est celle qui sera la plus favorable à la biodiversité, mais c'est celle aussi qui sera soutenable pour les collectivités. Il ne faut pas oublier quelque chose. Si aujourd'hui, avec le fonds vert, avec les aides de l'Agence de l'eau, avec toutes les aides des collectivités régionales, départementales et locales,
local, il y a beaucoup de moyens pour faire des investissements pour renaturer la ville. Il ne faut pas se leurrer, les collectivités ne mettront pas de moyens supplémentaires pour gérer cette nature en plus. Et donc si on n'intègre pas la question de la gestion par rapport à ces enjeux à la fois écologiques et également par rapport aux capacités de gestion des collectivités, on risque également d'aller vers un échec. La question du changement climatique, on l'a vu, elle impacte beaucoup et on discute beaucoup de la première question, c'est comment le végétal peut être un outil d'adaptation, à la fois pour le confort thermique le jour, mais aussi pour lutter contre l'îlot de chaleur et améliorer donc le confort thermique la nuit dans les villes. Mais un autre élément sur lequel je pense qu'on manque également de recul, de distanciation, c'est la question de l'adaptation de la palette végétale, de toutes les palettes végétales, à la réalité de ce qu'est le changement climatique. Et pour bien comprendre ça, il faut revenir 15 000 ans en arrière pour regarder quels étaient les paysages qu'on avait en France. Voilà les paysages qu'on trouvait en France. On avait de la glace, de la toundra, des steppes et dans le sud-ouest et un petit peu en bord de Méditerranée, une forêt qui s'apparente à la taïga. Ça, c'était il y a 15 000 ans. Le glacier des Alpes descendait jusqu'à Lyon et il y avait entre 4 et 5 degrés de température en moins par rapport à aujourd'hui. Et on voit avec le petit graphique que vous voyez en bas, toutes les glaciations, les épisodes de rafraîchissement et de réchauffement qu'il y a eu pendant le Quaternaire ont montré des oscillations de l'ordre de 4 ou 5 degrés. Et vous voyez l'ampleur de l'impact sur les paysages qu'ont pu avoir ces variations de 4 à 5 degrés. Or, aujourd'hui, quand on parle des perspectives de changement climatique, on parle de 2 degrés en moyenne, mais avec une surchauffe en France. Peut-être, si on n'arrive pas à maîtriser la production de gaz à effet de serre, on risque d'être sur une trajectoire de 3 à 4 degrés de changement de température. Donc, ça doit vraiment nous questionner sur quels seront les paysages demain avec 3 ou 4 degrés de plus si on est passé avec 4 ou 5 degrés de ces paysages à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que les écosystèmes, ils ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Et ils bougent notamment en fonction de l'évolution du climat. Et l'étude des pollens, la palynologie, les pollens qui restent dans les tourbières ou dans les sédiments, nous a permis de voir quelles étaient les migrations de la végétation, notamment pendant ces périodes de rafraîchissement ou de réchauffement. Vous avez à gauche, par exemple, sur les 13 000 dernières années, la migration des chênes européens, parce qu'il y a beaucoup d'hybridation dans les chênes, comme ça a été rappelé ce matin. Il y a 13 000 ans, ils étaient absents de toute la France. Et ils avaient trouvé refuge dans un certain nombre de sites refuges au sud de l'Espagne, en Afrique du Nord, au sud de l'Italie ou en Grèce. Et c'est à partir le réchauffement a permis une migration et une reconquête progressive du territoire qui est toujours en cours. Les chênes continuent à progresser vers la Scandinavie et les changements climatiques vont faire en sorte que des forêts de type tempéré vont se développer dans des zones plus nordiques qu'aujourd'hui. Donc cette dynamique du paysage, c'est quelque chose qu'on a étudié, qu'on connaît, qui est corrélé à la question du changement climatique. On estime en général que 1 degré d'augmentation de température, ça correspond à un déplacement des écosystèmes de l'ordre de 150 à 180 km vers le nord quand ça se réchauffe, vers le sud quand ça se refroidit. Et dans ces migrations climatiques, notamment en Europe, au Quaternaire, on a perdu énormément de végétaux qui ont existé chez nous, donc qui ont été indigènes à une époque,
et qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas réussi à faire cette migration climatique. Parce qu'en Europe, on a des barrières naturelles est-ouest qui ont gêné cette migration du nord vers le sud. On a les Pyrénées, on a la Méditerranée, on a l'arc alpin qui font que ces migrations étaient rendues beaucoup plus difficiles. Par exemple, qu'en Amérique du Nord, où les chaînes de montagnes sont nord-sud, que ce soit les Rocheuses ou les Appalaches, et où la végétation a pu beaucoup plus facilement se mettre à l'abri et repartir. Et donc, il faut savoir qu'à latitude égale, notre flore naturelle et notre faune en Europe de l'Ouest a été considérablement appauvrie par rapport à ce qu'elle était avant les glaciations et ce qu'elle est restée en Amérique du Nord ou en Asie. C'est des éléments qui sont importants parce que depuis que l'homme est arrivé en Europe de l'Ouest, il a commencé lui-même à faire de la migration assistée. Véronique parlait tout à l'heure des fruitiers qui n'étaient pas considérés comme des essences indigènes. C'est vrai que tous les arbres fruitiers ont été importés par l'homme, comme la plupart des plantes qui nous nourrissent et qui nous accompagnent au quotidien, même celles que l'on pense les plus spontanées, les plus naturelles. Voilà le chemin qu'a suivi le châtaignier pour arriver en France au cours de l'Antiquité. Aujourd'hui, pour les forêts, on parle de faire des migrations assistées, mais ces migrations assistées, elles existent depuis que l'homme existe. Et ça se voit pour des dizaines d'espèces qui ont été introduites et souvent de manière très positive. Cette question de la migration assistée, c'est quelque chose qui va être rendu de plus en plus nécessaire par l'intensité qu'on peut attendre, malheureusement, des changements climatiques auxquels il faut s'adapter. Tout le monde connaît ces cartes des aires chorologiques, c'est-à-dire c'est les zones dont la température correspond à l'optimum d'un type de forêt. Et on voit effectivement que les changements vont être considérables si on plaque les modélisations climatiques à la réalité, effectivement, des besoins de différents types d'écosystèmes. La problématique par rapport aux migrations naturelles qui a eu lieu tout au long du Quaternaire, c'est que le changement climatique actuellement, il est plus de 100 fois plus rapide que les réchauffements qui avaient lieu au Quaternaire et que la majorité des végétaux, notamment tous les ligneux, sont dans l'incapacité de migrer suffisamment vite par rapport à ces changements. Autre problématique, en ville, avec l'effet d'îlot de chaleur urbain, on a entre 2 et 4 degrés de température en plus au cœur de la ville tout au long de l'année. Donc ces questions sont vraiment des questions exacerbées. À droite, vous avez une modélisation qui a été faite dans le cadre d'une étude qui a été menée sur la métropole de Grenoble pour modéliser un petit peu l'impact prévisible du changement climatique sur une centaine d'espèces qui sont présentes actuellement sur Grenoble ou qui pourraient se développer. Et vous avez ici une carte qui concerne le micocoulier. Alors, le micocoulier, c'est le micocoulier de Provence. Pour nous, c'est vraiment l'arbre du Sud, l'arbre adapté à la chaleur. Sur cette carte, en fait, vous avez le potentiel d'adaptation aux conditions climatiques qui va de 0 tout en bleu jusqu'à 1000, c'est-à-dire les conditions d'adaptation aux conditions climatiques. On ne parle pas des problèmes sanitaires, on ne parle pas des problèmes de sol, on parle uniquement effectivement des conditions d'extrême climatique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, le micocoulier est vraiment l'arbre méditerranéen par excellence que l'on trouve en Espagne, sur toute la bordure méditerranéenne, en Italie. Mais si on suit ces modélisations qui partent des modèles de Météo France, on voit qu'en 2100, l'optimum en termes de température pour le micocoulier, c'est l'Angleterre, c'est l'Europe du Nord, c'est le bas de la Scandinavie. Et vous voyez que sur le sud de l'Europe, notamment l'Espagne, le bord de la Méditerranée, les micocouliers seront en difficulté, voire auront grandement disparu à l'échelle de la fin du siècle. Donc ces questions doivent vraiment nous interroger au lieu d'avoir des débats un petit peu
figé sur des approches souvent dogmatiques. Il faut vraiment prendre conscience de l'ampleur pour avoir ces changements et de voir effectivement comment on peut être à la hauteur ou au moins essayer de suivre ces modifications. Alors, le problème, c'est que on fait face à beaucoup d'incertitudes. Personne n'est capable de vous dire quelles seront les essences qui survivront demain, parce qu'on a beau faire des modèles, on n'est pas en capacité de connaître quelles seront les résistances que les espèces pourront mettre en place. On n'est pas capable de savoir quels seront l'impact de nouvelles pathologies sur les végétaux. Et donc, c'est très difficile de donner des listes de végétaux adaptés pour des régions données. Et il faut plutôt travailler sur des méthodes pour savoir comment faire les choix qui sont les moins mauvais, qui sont ceux qui pourront peut-être apporter le plus de réponses positives. Et ces choix, et là encore on revient sur des fondamentaux du paysage, c'est déjà la connaissance de la condition des milieux dans lesquels on fait les plantations. En forêt, on appelle ça la station. En ville, c'est le site de plantation. Et si on ne connaît pas le potentiel et la nature du sol dans lequel on plante, si on ne connaît pas le potentiel de récupération d'eau, de stockage d'eau, la réserve utile du sol, si on n'adapte pas ces conditions de sol à l'écologie des plantes, et pour ça il faut vraiment progresser sur la connaissance de l'auto-écologie des espèces et de l'ensemble des espèces qu'on se propose d'utiliser. Si on ne recherche pas cet optimum d'adaptation, on peut être certain qu'on risque d'avoir des problèmes. Et cette question, elle est vraiment très importante parce que du coup, elle doit bouleverser un petit peu la hiérarchie des critères de choix qu'on a pour les espèces. On voudrait pouvoir choisir de manière libre en disant, ben voilà, moi je veux stocker du carbone, moi je veux quelque chose de favorable à la biodiversité, qui soit bon pour la qualité de l'air, qui ait des belles couleurs d'automne. Mais finalement, ces critères-là, ça reste des critères qui malheureusement sont secondaires par rapport à un critère qui reste prioritaire, c'est le critère effectivement d'adaptation de l'espèce au site de plantation, aux conditions de sol, de disponibilité en eau, de climat, de pathologie locale, parce que si on n'a pas cette adaptation, on n'aura pas les services. Si on plante un arbre qui ne pousse pas parce qu'il n'est pas adapté, il ne stockera pas de carbone. Donc il ne faut pas se tromper de priorité en matière de choix d'essence. Et la question de l'adaptation au site, donc de la connaissance du site et de l'adaptation de la palette végétale, ça doit rester le critère prioritaire. En ville, je répète, la question du développement, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. D'une part, pour l'optimisation de l'effet d'ombrage qu'on peut rechercher des végétaux, et d'autre part, pour la maîtrise des besoins d'entretien par rapport aux moyens des propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, en matière de maintenance. Une fois qu'on a fait ces choix sur des critères qui me semblent prioritaires, alors bien sûr, on peut ajouter des critères secondaires pour rechercher d'autres services associés, mais ne nous trompons pas de priorité. La priorité, c'est la résilience, la capacité de reprise et de développement des végétaux qui sont plantés par rapport à ces questions de changement climatique. Alors, dans les tendances actuelles, je pense, on en a beaucoup parlé, la question c'est de travailler sur la diversité, et la diversité sous toutes ses formes. C'est la diversité des essences, mais on l'a vu, c'est aussi la diversité des strates de végétation. C'est la diversité aussi des forces de plantation avec lesquelles on réalise des projets. On a beaucoup de projets qui montrent que finalement, quand on mixte des grands arbres et des petits arbres, au bout de 20 ou 30 ans, les arbres d'avenir, c'est souvent les petits qui ont dépassé les grands. Mais si on ne met pas les grands, on n'offre pas aux populations un paysage qu'ils souhaitent, qu'ils attendent. Et donc le fait de travailler sur des forces diversifiées de plantation, c'est aussi une manière de répondre à l'attente des élus et des habitants par rapport au paysage de court terme, d'aujourd'hui, mais il faut aussi investir sur la capacité d'adaptation de la plante au site, qui passe beaucoup sur justement la capacité des jeunes plantes à s'adapter. Et puis, bien sûr, la question de la génétique des populations, c'est aussi
un niveau de diversité qu'il faut rechercher pour avoir des populations qui auront plus de capacité de résistance à des aléas, qu'ils soient climatiques ou sanitaires. Et pour finir, un autre élément de la diversité, c'est aussi la diversification des formes. Alors, Fergus parlait de mosaïque. Effectivement, la mosaïque, c'est un modèle qu'il faut être en capacité d'adapter, y compris aux projets urbains, parce que le diable se cache dans les détails, et souvent, on s'aperçoit que des plantations classiques, mais qui donnent des bonnes solutions. Par exemple, une avenue plantée de platanes avec une canopée continue. Certes, c'est intéressant par rapport au confort thermique le jour, puisque sur cette avenue, on va avoir 9 ou 10 degrés de température ressentie en moins par rapport à la même avenue qui n'est pas plantée. Mais la nuit, cette canopée continue, elle va créer un effet couvercle qui garde la pollution et qui garde la chaleur, et on a moins de rafraîchissement nocturne de l'air chaud qui s'est accumulé en ville sous une canopée continue par rapport à une canopée discontinue. Si avec une canopée constituée d'une seule espèce, il y a une maladie qui se développe, on perd tout. Si on n'a qu'une seule essence et que cette essence est un peu allergène, alors on concentre les problèmes. Donc la question de la diversité, elle doit aussi se développer dans la manière dont on conçoit la forme de la ville, la forme du paysage urbain, pour avoir des paysages qui sont beaucoup plus résilients, qui sont peut-être permanents, avec des cycles de végétation qui vont pouvoir garder un couvert continu et éviter d'avoir des coupes à blanc quand on fait des régénérations de plantations, et qui vont pouvoir éventuellement supporter la disparition d'une espèce en cas d'apparition d'une maladie, sans qu'on perde l'ensemble de l'investissement plantation sur lequel on a investi pour adapter la ville. Cette question donc de la diversification à la fois du végétal, des strates, mais aussi de la composition, c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler avec l'ensemble des acteurs pour créer les paysages résilients de demain. Et je vous remercie de votre attention.